Ok, merci. Alors, dernière séquence de ces nouveaux horizons. On va vous proposer de parler d'échelle pour changer un petit peu. Ce changement d'échelle, on le voit de deux façons. La première façon, c'est que on constate trop souvent que dans nos EPCI, le réflexe consiste à limiter les politiques, les actions, les réflexions au simple territoire administratif de ces EPCI. Mais comme on le dit souvent à Lille, d'ailleurs, l'île n'est pas une île. Et c'est vrai, je pense, pour beaucoup de territoires. Et le destin de chacun des territoires est complètement lié aux autres, proches, lointains, avec lesquels ils interagissent vraiment très souvent. On va donc vous présenter deux exemples de conseils de développement qui, grâce à un travail collectif, ont essayé d'orienter les réflexions vers des diagnostics plus pertinents, plus à l'échelle des bassins de vie réels, ou qui ont investi dans des thématiques qui sont un peu laissées de côté, qui sont un peu négligées et qu'on parfois peut qualifier même de conflictuelles. Les deux démarches sont celles produites par les conseils de développement de la région de Saint-Nazaire, il y en a 6, on les citera tout à l'heure, et par la coordination régionale de la Nouvelle-Aquitaine, qui montre qu'effectivement cette collaboration constitue un véritable plus pour l'ensemble de ces territoires et que les CODEF peuvent être à l'initiative d'un vrai raisonnement à l'échelle pertinente et une réponse aux problématiques des habitants. La deuxième dimension, qui est également importante, même si je pense que dans celle-là, nous sommes très certainement les meilleurs, c'est que les conseils de développement ne sont pas seuls sur la scène de la démocratie participative et que dans les quartiers, dans les communes, dans les départements, dans les régions, il y a des tas d'autres instances qui, elles aussi, s'intéressent à cette démocratie participative et qui sont aussi actives et produisent, rencontrent, proposent. Ce que nous pensons, c'est que construire une collaboration, et beaucoup de conseils l'ont démontré, construire une collaboration entre ces acteurs, s'enrichir de l'expérience des autres et en même temps les enrichir, faciliter des initiatives, tout ça concourt à rendre plus robuste la démocratie participative, qui est, je pense, l'essentiel de nos gènes, de notre ADN. Et on n'a pas besoin de mutation de gènes, notamment pour lutter contre les espèces invasives telles que les civitèques, qui commencent à grignoter un petit peu trop le terrain actuellement. Et les deux initiatives de la métropole européenne de Lille et du Grand Est viendront illustrer de quelle façon on peut essayer de construire comme ça un avenir avec les autres. Alors on a choisi de faire des présentations très succinctes dans le style ma thèse en 180 secondes pour laisser plus de place au débat. Les CODEV qui ont fourni ces exemples sont présents et pourront bien sûr apporter tous les compléments et toutes les informations nécessaires. Allez, courage, il n'y a plus que 4 témoignages qu'on va vous amener. Et on va commencer par aller vers la côte atlantique, du côté des conseils de développement de la région de Saint-Nazaire. Donc je vais vous exposer cette expérience avec l'écoute et le complément éventuel, si nécessaire, bienveillant des gens qui y ont contribué, notamment de Marine Resson, qu'on a vu à table ce matin et qui nous a fourni des éléments pour permettre cet exemple. Alors, de quoi s'agit-il? Dans la région de Saint-Nazaire, les conseils de développement se sont mis ensemble pour travailler autour de la mobilité. La mobilité, beaucoup de CODEV ont travaillé dessus et on se rend bien compte que c'est un enjeu qui est pratiquement toujours transterritorial. Gérard le disait pour Lille, Lille n'est pas une île et aucun de nos territoires n'est une île et ils ont tous besoin d'être connectés. Donc 6 conseils de développement de la région de Saint-Nazaire, et je vais donc les citer: la Carène, Cap-Atlantique, Sud-Estuaire, Pontchâteau, Saint-Gildas-des-Bois, Pornic-Aglo, Pays de Ré et Estuaire et Sillon. Mon Dieu, si vous avez besoin de les situer sur la carte, c'est à Marine qu'il faut demander, pas à moi. Ces 6 CODEV ont donc franchi le pas et décidé de s'attaquer ensemble à cette préoccupation et d'avoir par là même un travail commun qui était souhaité par certains d'entre eux, et notamment la Carène qui était un petit peu leader dans ce travail. Donc un groupe de travail rassemblant des représentants de ces 6 conseils a été constitué. Il a souhaité, pour travailler sur ce sujet, mieux connaître les comportements des travailleurs et aussi des chefs d'entreprise, afin de savoir si des évolutions vers des modes de déplacement plus doux, plus écologiques ou plus économiques étaient possibles, partant d'un point de départ qui était une enquête dont il disposait déjà et qui montrait que 80% des trajets domicile-travail étaient effectués en voiture.
Et parallèlement, le groupe a souhaité appréhender les obstacles, bien sûr, et les conditions favorables à cette évolution. Et donc, chaque CODEV a choisi de travailler sur une zone de son territoire, zone artisanale, zone industrielle, et d'interroger des entreprises, et plus précisément les salariés des entreprises, ce qui fait que plus de 800 réponses ont été collectées dans ce cadre. Donc, on va rentrer un petit peu dans le sujet de ce que ça a fait ressortir. Donc, 3 thèmes de réflexion ont été retenus pour être débattus lors d'une journée organisée par les 6 CODEV réunis: le covoiturage, l'intermodalité dans les déplacements domicile-travail et la sensibilisation des employeurs. Et il faut parler plus fort ou plus près. Voilà. Cette journée a permis aux 50 participants de se familiariser et d'imaginer des pistes d'action. Même si la participation, comme on constate souvent déjà dans nos propres CODEV, mais encore plus quand on élargit l'échelle territoriale, est inversement proportionnelle à la distance au lieu de rencontre. C'est évidemment pour les plus lointains que c'est plus compliqué, et c'est bien évidemment quand on travaille sur la mobilité, on met le doigt aussi là-dessus. L'ensemble des résultats de ce travail a fait l'objet d'un document qui sera utilisé par chaque conseil de développement pour informer ses élus. Là, une fois le travail collectif mené, chacun revient dans sa propre structure pour travailler vis-à-vis de ses élus communautaires et conduire des actions ou proposer des recommandations. Bilan de tout cela, à ce stade, au-delà des actions qui seront mises en œuvre, expérience qui a été vécue comme fédératrice, au-delà des difficultés logistiques qui ont pu être rencontrées. Et apparemment, ils en redemandent, Marine nous le confirmera peut-être, et envie de reconduire la démarche sur le thème de la façade littorale. Voilà pour cette première expérience. Je te les remonte. Merci. Donc, seconde expérience, on va descendre un tout petit peu plus au sud, puisque l'on va aller donc en Nouvelle-Aquitaine, avec donc la création de la coordination régionale des conseils de développement de Nouvelle-Aquitaine, qui est née, comme beaucoup de coordinations régionales, de la volonté de travailler ensemble sur des enjeux qu'ils partageaient et qui permettaient donc d'une certaine façon de valoriser à la fois leurs projets, leurs idées, leurs expériences, et de ainsi permettre de mieux répondre aux acteurs des territoires de la région. Alors, il faut bien avoir l'idée que cette création, elle se fait dans un contexte particulier, parce que la région, effectivement, Nouvelle-Aquitaine, c'est 12 départements. Je ne sais pas combien ça fait de kilomètres de long, mais c'est encore plus impressionnant que tous les autres. Et c'est pas toujours, effectivement, très facile de monter des coordinations et des réunions dans ce contexte-là. Donc la coordination s'est fixée en fait un double rôle. D'abord être un pôle de ressources pour l'ensemble des conseils de développement, donc fournir de la matière et de la méthode, et devenir un interlocuteur aussi au niveau régional, puisque sinon chaque petit conseil de développement était complètement perdu face au conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, ils ont commencé à travailler ensemble sur un certain nombre d'enjeux régionaux, et parmi ceux-ci, ils ont sélectionné, donc c'est tout récent, ça démarre depuis un petit peu moins d'1 an, de travailler sur un thème qui est à la fois très intéressant et très complexe, qui s'appelle l'alliance entre les territoires ruraux et urbains. C'est un thème dont on a effectivement entendu parler avec les contrats de réciprocité, qui a un peu de mal à démarrer, mais qui, effectivement, au regard de ce qui s'est passé dans les 6 derniers mois, est tout à fait pertinent. Donc, ils se sont attaqués effectivement à cette thématique-là, d'abord parce qu'ils peuvent, avec l'ensemble des conseils de développement, avoir une vraie proximité avec les habitants du territoire, donc un ancrage territorial très très fort, et que chaque conseil de développement peut, dans son propre territoire, aller un petit peu au-delà du questionnaire commun qui est établi pour tout le monde et enrichir le projet. Enfin, effectivement, ils souhaitent avoir un dialogue non pas seulement avec les élus régionaux, mais aussi avec tous les acteurs, notamment économiques et sociaux de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, c'est quelque chose qui vient de démarrer, mais je pense qu'il faudra effectivement le suivre de façon tout à fait intéressante. C'est une autosaisine, bien sûr. Elle a été lancée en février de cette année, et jusqu'en avril, un questionnaire a été à la disposition de l'ensemble des CDD, qui l'ont relayé chacun sur leur territoire auprès de leurs habitants. C'est un questionnaire qui était plutôt positionné sur les aspects sensibles du ressenti, pas uniquement sur des aspects effectivement chiffrés, et comment effectivement se faisaient les perceptions du rural et de l'urbain selon effectivement que l'on habitait dans tel ou tel territoire.
Ils ont ainsi réussi à récupérer, pour le préciser, 1200 questionnaires sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Donc maintenant, il leur reste le travail d'analyse. On peut difficilement en dire plus puisqu'effectivement les choses démarrent, mais ils ont un travail d'analyse des résultats, de voir un petit peu comment le local joue avec le régional et partager effectivement tout ça à partir de septembre pour qu'effectivement le présenter aux différents partenaires régionaux et éventuellement se donner envie de poursuivre. Alors, le petit jeu que nous avons joué donc avec Anne-Marie. La prochaine, c'est une expérience de Lille. Je vais laisser Anne-Marie la présenter. Et l'expérience du Grand Est, c'est moi qui la présenterai pour ne pas nous laisser envahir par la passion et prendre trop de temps. Pour moi, c'est peut-être un mauvais plan parce que je suis lilloise, en fait. Mais bon, comme j'ai pas mené l'expérience, je ne pourrais pas en dire plus que ce que tu m'en as dit. Donc, comme le disait Gérard tout à l'heure, il n'y a pas que les codevs dans la vie. Et il y a d'autres acteurs de la participation citoyenne, et notamment dans la métropole européenne de Lille, la MEL pour les intimes, il y a eu cette réflexion qui est venue des membres de dire mais il y a d'autres choses qui existent, et dans mon conseil de quartier et au conseil de développement, on parle des mêmes sujets, mais en fait on le fait de façon complètement disjointe, on n'en parle pas entre nous. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Et donc, le Conseil de développement de la métropole a décidé de s'emparer du sujet et de dresser une carte de la démocratie participative dans la métropole. Ce projet, qui s'est appelé « La démocratie à tous les étages », a commencé par une enquête pour identifier les différentes instances permanentes de démocratie participative existantes sur le territoire. 90 communes quand même dans la MEL, donc c'était pas une mince affaire à mener. Un questionnaire a été envoyé à ces 90 communes. Il en est ressorti 107 structures existantes. Peut-être en a-t-il été loupé, mais bon, 107, ça donne déjà de quoi faire. Dans 25 communes, des conseils de quartier, des conseils de citoyens, des conseils des jeunes et des conseils des aînés, et encore des points de suspension. Il en ressortait aussi de cette enquête une attente d'échange, donc c'était bien, il n'y avait pas que du côté de la métropole qu'on a envie d'échanger, et puis des thèmes prioritaires de travail collectif, et notamment 2 thèmes, l'environnement et les espaces publics. Et donc, une fois ce recensement fait, il a fallu s'atteler au travail. Et donc, le CODEV, en collaboration avec la direction de la citoyenneté de la métropole, a déclenché la première réunion du RAP, le réseau des acteurs de la participation. Voilà. Première réunion qui s'est tenue, c'est tout frais, en avril dernier, avec 70 participants représentant 17 communes. Séance de premier contact qui a confirmé l'attente de beaucoup de participants, 80% se sont exprimés en ce sens, de mettre en place un dispositif permanent d'échange. Ça va commencer par la création d'un annuaire des contacts et des personnes ressources, et puis il y aura des ateliers sur des thèmes précis. Ça va bouger sur le territoire de façon à se revoir régulièrement. Ce sont les principales attentes évoquées lors de cette soirée et qui vont être maintenant à l'ordre du jour des travaux de ce RAP. Les participants ayant émis le souhait que le Conseil de développement assure l'animation de ce réseau, je pense que Gérard aura de nouveau à nous en parler l'année prochaine. En prime, les participants ont confirmé leur désir de disposer d'une plateforme numérique commune qui serait gérée par la MEL. Donc tu disais tout à l'heure, Gérard, les méchants de Civic Tech, c'est moi qui caricature, tu n'as pas utilisé le mot de méchant, mais quand même, qui venaient de faire comme une plante invasive. Voilà, il y a aussi une attente de les utiliser, en tout cas avec intelligence et pertinence, pour compléter les dispositifs de rencontres citoyennes. N'ai-je pas trop déformé le travail que vous avez mené ? Très bien. Alors, à moi maintenant de veiller à ce que tu vas dire. Donc, on tourne le regard à 180 degrés, si je peux me permettre, et si on lève un peu les yeux vers le niveau régional, si je peux me permettre cette cité, on trouve bien évidemment aussi une autre instance participative qui existe depuis longtemps, dont on parle beaucoup, qui a fait l'objet parfois de quelques reportages très récents et qui n'étaient pas forcément très valorisants pour elle, qui s'appelle le CESER, le Conseil économique et social et environnemental régional. Je rappelle quand même que c'est la seconde assemblée du Conseil régional, donc c'est une assemblée qui effectivement est tout à fait importante. Et c'est avec le CESER que la conférence régionale, donc c'est l'équivalent d'une coordination, mais ils préfèrent conférence, donc on leur laisse ce vocable, que la conférence régionale des conseils de développement du Grand Est a décidé de travailler. Elles se sont aperçues qu'elles partageaient de toute façon un certain nombre d'ambitions, un certain nombre de valeurs qui leur étaient communes. Et elles ont fait un constat qui est malheureusement un constat que beaucoup travaillent, c'est que le modèle démocratique commence à présenter un certain nombre de caractéristiques et que par moments, on peut dire que même parfois, il est à bout de souffle et que
ces problématiques, elles posent problème directement donc aux élus, aux citoyens, et qu'il faudrait effectivement essayer de faire quelque chose. Donc le Césaire et les conseils de développement, donc rassemblés dans cette conférence, ont eu l'ambition, par un livre blanc qu'ils ont appelé Manifeste, à contribuer à réenchanter et à redonner sens à la démocratie participative et à donner des outils, des instruments pour qu'effectivement cela se fasse. Alors ce travail s'est traduit par un manifeste qui s'appelle « Vers de nouvelles formes d'expression citoyenne », donc qui essaie de replacer la société civile dans le Grand Est. 18 mois de travail de co-construction, c'est effectivement pas rien, mené entre 2016 et 2017. Et ce livre blanc propose donc à l'ensemble des élus, des citoyens, à tous les acteurs du territoire, des éléments pour créer véritablement les conditions favorables au renouveau d'un vrai dialogue démocratique sur le territoire. Matériellement, ça se traduit par 10 fiches pratiques. Alors, quelques-unes pour les citer. C'est difficile à lire, mais elles sont sur la diapositive. Reconnaître et valoriser l'expertise citoyenne. C'est toujours la reconnaissance qui reste un espèce de leitmotiv que l'on peut retrouver au travers de beaucoup de préoccupations. Former les acteurs à la pratique participative. C'est vrai qu'il y a aussi des méthodes, des outils qu'il faut mieux maîtriser. Ou encore reconnaître l'expérimentation comme véritablement une source d'innovation et une source d'innovation citoyenne. Alors ces fiches sont articulées effectivement autour de trois grandes thématiques. Une véritable ambition pour que la participation citoyenne soit de plus en plus importante. Faire que l'ensemble des acteurs, quels qu'ils soient, partagent la même culture et soient capables de participer au même niveau à l'ensemble des débats. Et puis aussi expérimenter et évaluer. On a parfois trop tendance à faire des choses sans se préoccuper de mesurer quel est l'impact de ces réalisations. Donc, à l'issue de cette collaboration, donc, qui s'est traduite par ce manifeste, par ce livre blanc, le Césaire et les conseils de développement ont décidé de poursuivre ce travail et d'essayer de renforcer toujours plus la qualité des processus démocratiques dans le Grand Est, en partageant des expériences, en partageant des évaluations, en organisant des rencontres annuelles. Et je pense que mercredi se tient effectivement une agora, si j'ai bien compris le terme, entre le Césaire et les conseils de développement du Grand Est. Donc on est vraiment complètement dans l'actualité. Merci. Pardon. Tout à fait. Très riche semaine de démocratie citoyenne dans le Grand Est, en effet, entre notre réunion aujourd'hui, l'AG de la CNCD demain et puis cette journée à Tomblaine. Alors, quelques mots pour conclure sur ces différents exemples. Beaucoup de foisonnement comme dans les exemples précédents et comme on l'a vu depuis le début de la journée, tous nos codev fonctionnent de façon extrêmement différente, même s'ils abordent des sujets un petit peu similaires. Et dans tous ces exemples, on a ce qu'en ont vécu les codev concernés, c'est d'en retirer encore une richesse supplémentaire, encore de la découverte d'autres personnes, d'autres façons de travailler, d'autres thématiques, avec aussi des obstacles. On les voit encore à l'écran pour ce qui concernait la collaboration entre les codev du Grand Est, c'est quand même une trentaine de codev, et le Césaire. C'est que au-delà des différences de culture qui sont déjà importantes quand on travaille à 2 ou à 6, quand on travaille à 30 plus 1, c'est encore plus important. Il y a aussi là vraiment des réalités territoriales qui deviennent très différentes, et puis aussi une réalité, pour reprendre cet exemple-là, très différente entre le fonctionnement d'un Césaire et d'un codev. Donc tout ça est très instructif, donne envie d'aller plus loin, et d'ailleurs c'est le cas, puisque depuis ce travail concernant celui-ci démarré en 2016, ça tient bon, puisqu'en 2019 on trouve toujours sens à se rencontrer, à travailler ensemble. On voit aussi la lourdeur que ça a. Donc, à nous de trouver ensemble, et on est vraiment là-dessus, comme pour tout le reste, dans cette exploration permanente, de trouver les bonnes façons de faire. Ma réflexion personnelle à ce sujet, c'est de me dire que ça ne peut pas être un mode de fonctionnement permanent. On ne peut pas être trop souvent, tout le temps, sur ces modes d'ouverture, parce que c'est passionnant, mais on peut s'y épuiser. Donc, il ne faut pas aussi qu'on oublie qu'on est quand même là pour une mission première, là où on est, et pas partir trop loin. Ça peut être des éléments, je pense, vraiment ressourçants, extrêmement riches pour tous les membres, pour les permanents des codev également, et pour les élus par le regard qu'on leur donne. Mais il faut arriver à le doser
Et puis, je pense aussi à essayer d'utiliser avec intelligence les ressources numériques. Je sais ce que pense Dominique de la démocratie du clic, formule qu'il utilise souvent et dont j'avais découvert l'existence pour la première fois dans ce travail qu'on avait mené ensemble pour le livre blanc citoyen. Ne caricaturons pas non plus les outils numériques, ils peuvent amener des choses. On parlait des jeunes, beaucoup de jeunes sont très appétents à l'usage de ces outils-là, donc voilà, sachons les utiliser avec intelligence pour avoir une bonne complémentarité entre toutes les formes de coopération. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions dans la salle à ces différents exemples proposés? Alors, plus que des réactions, Jean-François Carrasco, je suis vice-président délégué du Conseil de développement de la CASA, Alpes-Maritimes, donc la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Je reprendrai les deux premiers exemples que vous avez cités sur 4. La mobilité. Nous, on s'est retrouvés un jour, il y a déjà fort longtemps, à discuter avec les AOT qui n'étaient pas encore tous cohérents à l'échelle de notre département. Et se pose la question, puisqu'il y avait mix entre les représentants des AOT et puis ceux qui détenaient le savoir, puisque l'enquête des ménages avait été faite et qu'on voulait nous ouvrir ça comme si en fait on avait vu en fait une lumière dans les nuées célestes, l'enquête des ménages. Et je pose une question idiote. Est-ce que vous avez pris en compte Monaco? Et on me répond non. 37 000 pendulations au jour. Est-ce que vous avez pris en compte la saisonnalité? Et est-ce que vous avez pris en compte ce phénomène bizarre qui existe chez nous sur la Côte d'Azur qui s'appelle le tourisme? Réponse non. Et donc nous, Conseil de développement, on s'est levé, on est parti. Et voilà, c'est un petit exemple amusant, mais on a un véritable problème avec les sources d'information. Et quand on a cette lucidité qui est de temps en temps de lever le doigt en disant on n'est pas expert, mais on s'en rapproche un tout petit peu parce que finalement on s'est fait le cuire à force de traiter les dossiers. En face de nous, on se retrouve avec des gens qui nous disent des choses vraiment très étonnantes. Et juste pour la petite histoire, aujourd'hui, plus de 20% des gens qui travaillent sur la technopole de Sophia Antipolis, qui fête ses 50 ans cette année, n'habitent pas chez nous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils habitent dans le Var. Et donc, nous, l'insularité que vous mentionniez tout à l'heure, c'est une insularité qui va encore plus loin que celle, en fait, de la proximité des EPCI qui sont ceux qui sont immédiatement collés à nous, puisque là, on se retrouve avec carrément donc le département d'à côté qui lève le doigt en disant « Mais non, là, c'est une frontière double, c'est celle de l'EPCI plus du département. » Alors, surtout, ne semez pas la panique. Le deuxième point, le réseau des conseils de développement, nous, c'était au début des années 2000, sur la région PACA, il y avait même un vice-président qui était délégué à la démocratie participative, et ça se passait extrêmement bien. Le résultat de tout ça, très longtemps après, c'est juste qu'aujourd'hui, il reste un représentant d'un conseil de pays qui est membre du Césaire. Le réseau régional ne fonctionne pas trop, et ce que j'en ai retenu, ça a été, à cette époque-là, quelque chose de très amusant. Vous savez que la Côte d'Azur est super bien, je dirais, irrigué par les réseaux ferrés. Et donc, pour aller de Nice à Marseille, il faut compter quasiment 3 heures. Donc ça, c'est du TGV pur. Pour venir de Nice à Paris, c'est 1h12. Et donc, à l'époque, naïvement, on crée une association qui s'appelle l'ACODAM, et on décide de l'instaurer en tant que telle. Association des conseils de développement des Alpes-Maritimes. Et l'explication qu'on donne au président de l'époque, c'est le président du conseil régional de l'époque, et à son vice-président, c'est en fait pour nous c'est vachement plus simple de se réunir entre Nice, Grasse, Antibes, Sophia Antipolis, parce que ça fait 20 minutes de voiture plutôt que 2h30 pour aller au mieux sur Marseille et perdre 6 points, et éventuellement un peu plus quand on le fait en train pour être respectueux. Et à l'époque, on s'était retrouvé avec un président de conseil régional qui nous avait agonie d'injures en nous disant que, en se rassemblant en tant que structure micro-locale de conseil de développement sur les Alpes-Maritimes, on était en mode village gaulois et que c'était inacceptable. On a gentiment persisté parce qu'on est parti du principe qu'on avait envie de persister, et à peu près une dizaine de mois après, il cite l'exemple lors d'un plénier du réseau régional des conseils de développement en disant faites comme les Niçois, faites comme les gens du 06, pardon, rassemblez-vous localement pour pouvoir échanger. On a beaucoup de mal à fonctionner parfois sur des territoires où on est confronté, à des difficultés, je dirais, organisationnelles, je mentionnais les déplacements, 2, à des difficultés politiques, la vision des uns et des autres, surtout quand c'est sur un millefeuille qui est
les élus purement municipaux, ceux qui sont au niveau je dirais, du territoire, ceux qui sont au niveau départemental, et puis pour finir, ceux qui sont au niveau régional. Tout ça se produit en même temps, pour prendre une expression qui a fait Flores. Et on se retrouve dans quelque chose qui est assez amusant quand on se rend compte que finalement des idées et des volontés de fonctionner, on les a depuis un moment, elles ont fonctionné depuis un moment. Moi, je suis ravi d'avoir entendu tout ce que j'ai pu entendre aujourd'hui, parce que c'est absolument passionnant de voir que finalement, il y a eu des moments où on avait tort il y a déjà longtemps, il y a des moments où on avait raison il y a déjà très très longtemps également, puisqu'on est un très vieux conseil de développement, et moi j'y suis depuis le premier jour à titre personnel. Et en tout cas, je suis ravi de voir que ça fonctionne et que ça donne des résultats. Et on a la volonté de s'inspirer du fait que c'est pas grave, si on l'a déjà fait une fois il y a longtemps, on peut recommencer, et on le verra avec des yeux un tout petit peu plus neufs, et surtout avec la capacité de faire des rebonds avec les autres territoires. Eh ben, je suis contente de la chute, parce que c'était mal embarqué votre histoire, je vous sentais très pessimiste, très négatif. Et je suis un pessimiste qui sourit tout le temps. Eh ben, c'est parfait. Écoutez, la chute, c'est l'essentiel, et la chute, c'était que ça vous a donné envie de recommencer, même les expériences qui n'ont pas marché sur le départ. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, face à ce que vous avez décrit, on perçoit aussi la lourdeur de la mise en œuvre, et on a compris tout au long de la journée, on a vu, on le savait avant aussi, qu'il y a le développement de nouveaux modes d'association, des citoyens plus légers, plus numériques, etc. Parfois, on se demande, et alors, est-ce qu'il faut continuer et persister dans cette voie? Je voudrais une réaction de tous les deux là-dessus. Je commence. Je pense que oui, que ça vaut le coup, mais voilà, comme je l'exprimais tout à l'heure, pas de façon cloisonnée, en restant campé sur le fait de dire il n'y a que cette façon-là de fonctionner qui peut être la bonne, il n'y a que la formule Codev pour nous, et puis Césaire va dire il n'y a que la formule Césaire, et un conseil de quartier va dire il n'y a qu'un conseil de quartier, et il n'y a que la rencontre humaine qui peut faire. Je suis la première à dire que vraiment la rencontre humaine, c'est ça qui va tout permettre de faire avancer. Mais si on reste arc-bouté là-dessus, on risque de louper des choses. Et je crois qu'on a vraiment intérêt à s'ouvrir à des réflexions sur d'autres, s'appuyant sur des outils, là encore de façon ponctuelle, en sachant bien ce qu'on en attend, en sachant ce qu'on peut en attendre, ce qu'on ne peut pas en attendre, et en sachant remettre l'humain au cœur, l'outil au service d'eux et l'humain au cœur. Ne pas jeter d'une façon un peu méprisante l'outil parce qu'on va se faire rattraper par ce mépris, mais l'utiliser intelligemment, se l'approprier. Là, je pense qu'on aura gagné et qu'on aura redonné au Codev de l'existence et de la capacité à embarquer d'autres publics. Est-ce qu'il y a d'autres exemples ou d'autres réactions? Oui. Toujours Madame Grémont de Pleine Commune. J'ai une question sur le réseau des démarches participatives. Nous avons été saisis sur la démocratie participative et on a auditionné l'intercommunalité, l'élu en charge du sujet. Et en fait, il nous a expliqué qu'ils avaient essayé de réunir les démarches participatives et les élus en charge des différentes villes, et que finalement, ça n'a pas marché. La démocratie est du ressort du maire et de la ville, et point barre. Et donc, ils n'ont pas cherché à les réunir plus que ça, puisque, voilà, de son point de vue, c'était un échec. Alors, pourquoi le Conseil de développement de Lille les réunit, et pourquoi la MEL ne le fait pas? Parce que c'est le Conseil de développement qui le fait. Si c'était la MEL, ça ne se serait pas fait. Je pense qu'il faut être très clair. Parce que c'est vrai que dans toutes les intercommunalités, je pense que c'est un cas, la MEL n'est pas particulière à ce sujet-là, il y a toujours un débat, une discussion de comment on garde chacun son précaré entre la commune et l'intercommunalité. On avait un peu testé un certain nombre de choses, notamment au regard de gens qui participent à la fois au conseil de développement et un certain nombre d'instances participatives. Il nous a dit, si la MEL nous demande quelque chose, mon maire, mon adjoint ne voudra pas. Donc on est parti effectivement d'abord d'une chose, c'est que la politique de la ville est passée au niveau intercommunal, ce qui fait que les conseils citoyens sont de la compétence de l'intercommunalité. Donc ça donne déjà une porte d'entrée, même si parfois les maires continuent à les gérer.
Et deuxièmement, c'est effectivement la MEL qui est restée derrière le Conseil des développements et pas l'inverse. Et donc on a eu, je crois qu'on a eu deux refus de réponse sur les 90 communes qu'on a interviewées. Donc je pense que c'est effectivement pas, on va pas se plaindre, bon on va pas se plaindre là-dessus. Bon c'est un bon résultat. Alors je vais aller jusqu'au bout puisque vous avez vu que effectivement, on l'a écrit de façon très pudique, mais je vais le dire clairement. Les gens veulent bien qu'on mette en place un réseau des acteurs de la participation, à condition que ce soit le Conseil de développement qui l'anime et pas la MEL. Donc je crois qu'effectivement, il y a une espèce de, je vais dire, prudence pour rester effectivement poli, mais c'est toujours un peu compliqué. Je voudrais rajouter une chose qu'on a dit aussi un petit peu sur la conclusion, notamment à partir du moment où on a beaucoup de conseils de développement de taille et de configurations diverses qui collaborent. Il ne faut pas oublier que le problème des moyens, il est aussi sous-jacent à une vraie collaboration. Des conseils de développement ont des moyens pour enclencher la mécanique. D'autres conseils de développement sont généralement complètement isolés, sans moyens, sans chargé de mission, etc. Donc parfois les collaborations sont un petit peu rendues plus complexes et il faut d'une certaine façon que ceux qui ont les moyens les mettent à disposition des autres si on veut en tirer effectivement quelque chose. C'est une condition importante. Merci beaucoup à tous les deux. On peut les applaudir pour leur contribution. En fait, je voulais juste 30 secondes pour répondre à Anne-Marie à propos de mon obsession de la démocratie du clic. En fait, en tout cas moi je conteste, c'est que la démocratie du clic se substitue au débat, au présentiel. Je pense que la démocratie, enfin, les outils numériques sont des outils d'augmentation. Ils sont tout à fait les bienvenus dans l'outillage de la qualité démocratique, mais je pense qu'il y a tout un marché qui cherche à vendre aux élus l'idée saugrenue que cette démocratie directe va apporter un résultat qualitatif, ce qui est absolument faux, parce que ces outils malvenus, qui ne sont pas un complément à un débat présentiel, sont finalement des outils qui mesurent des émotions, des peurs, des craintes, sont quasiment des outils de sondage. Donc voilà, donc ça nous écarte du débat public et c'est dommage. Mais quand ça vient augmenter le débat, là, le numérique est tout à fait intéressant et on a moult preuves sur le sujet.